Bien, on continue notre exploration de ISLM et de la courbe IS, et là, on va s'intéresser à l'équation de la courbe IS. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de modèles différents qui sont utilisés en cours en fonction des spécifications que chaque prof finalement décide d'apporter à l'analyse ISLM pour être plus ou moins détaillé. Donc c'est difficile de faire vraiment un aperçu de tout. Simplement, on peut quand même essayer de faire une sorte de résumé. On a dit quoi? On a parlé donc de cette idée que le revenu national dans ISLM est égal, donc l'offre est égale à la demande. La demande, c'est la consommation plus l'investissement plus les dépenses publiques. Maintenant, il suffit de remplacer avec les termes qu'on a étudiés. Alors, on a deux approches de la consommation, comme je vous l'ai dit. Là, on va prendre une situation simple où les impôts sont des impôts forfaitaires, mais vous pourriez remplacer dans votre équation avec l'équation qu'on a écrite dans la vidéo précédente avec des impôts progressifs. Ça change pas grand-chose. Donc, on aurait Y égale C. C, c'est quoi? C'est la propension à consommer que multiplie le revenu moins la propension à consommer que multiplie les impôts. Plus, qu'est-ce qu'on a dit sur l'investissement? On a dit que c'était une fonction du taux d'intérêt. Donc je mets entre parenthèses taux d'intérêt. On pourrait rajouter, c'est fait souvent, un investissement autonome comme on a fait pour la consommation autonome. Et on va ajouter à ça nos dépenses publiques. Voilà l'équation générale de la courbe IS. Et on voit en fait que la courbe IS, c'est une fonction de quoi? Vous voyez, c'est une fonction du taux d'intérêt à cause de l'investissement et du revenu national à cause de la consommation. Une fois qu'on a spécifié tous les paramètres, la propension à consommer, les impôts exogènes et les dépenses publiques exogènes, le système va trouver le taux d'intérêt d'équilibre et le revenu d'équilibre qui va permettre d'obtenir l'équilibre macroéconomique. Alors représentons ça graphiquement. Les axes, c'est le taux d'intérêt et le revenu, vous vous souvenez? Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que IS est décroissante? Si on ne le savait pas, on pourrait se poser la question, quelle est la forme de IS? Alors pour savoir si IS est croissante ou décroissante, en général ce sont des relations linéaires, c'est-à-dire qu'en général IS c'est une droite. Ici dans vos fonctions, dans les spécifications de vos fonctions ici, on a plutôt une droite. On va partir d'un point de départ, on va partir du point A. On va se poser la question, quelle forme a IS? Est-ce qu'elle est croissante? Est-ce qu'elle est décroissante? Pour répondre à cette question, il faut se poser la question de qu'est-ce qui se passerait si le taux d'intérêt diminuait. Donc si on passe de R0 à, mettons, R1. Donc si le taux d'intérêt diminue, analytiquement, on sait qu'est-ce qui va se passer? On sait que si le taux d'intérêt diminue, l'investissement augmente, puisque maintenant vous avez des projets qui deviennent de plus en plus rentables, les bénéfices actualisés deviennent de plus en plus forts, donc l'investissement augmente. Si l'investissement augmente, toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire si on s'intéresse pas au reste, de toute façon le reste ne dépend pas du taux d'intérêt, vous voyez que la consommation dépend du revenu, donc ça dépend pas du taux d'intérêt. La seule chose qui dépend du taux d'intérêt ici, c'est l'investissement, et l'investissement augmente. Donc la demande globale augmente, c'est-à-dire C plus I plus G augmente. Et on a dit que dans ISLM, l'offre, le produit, s'adaptait automatiquement au niveau des quantités à la demande. Donc ça veut dire que s'il y a une augmentation de la demande, il y a nécessairement et mécaniquement une augmentation de l'offre, c'est-à-dire, c'est pas Y0, du produit national. Donc on sait qu'il y a une augmentation du produit national par là. Alors on ne sait pas combien parce qu'on n'a pas les chiffres. Mettons, on va se mettre ici en Y1. Si le taux d'intérêt baisse, donc si on était par là, vous voyez, au point B. Donc vous voyez qu'il y a bien une relation décroissante. On peut tracer le lien entre les deux. On peut tracer une droite qui passe comme ça et qui sera la droite IS. Voilà, donc IS est décroissante parce que quand le taux d'intérêt baisse, la demande augmente, la demande d'investissement. Le reste ne change pas puisque le reste n'est pas affecté par IS. Et donc le revenu augmente. Et donc on a bien une relation entre la baisse du taux d'intérêt, vous voyez, et l'augmentation du revenu. Une autre explication impliquerait le marché des capitaux, donc vous êtes libre de ne pas l'écouter, parce que c'est une explication qui est un petit peu plus compliquée, on va dire, mais on peut avoir une explication similaire si on part d'augmentation d'investissement, c'est-à-dire d'une augmentation du revenu. Si le revenu augmente, qu'est-ce qui se passerait sur le taux d'intérêt? Est-ce qu'il augmente ou est-ce qu'il baisse? Donc, comment on démontre finalement que le taux d'intérêt baisse si le revenu augmente? Si vous avez une augmentation du revenu, vous avez une augmentation de l'épargne. Pourquoi on a une augmentation de l'épargne? Parce que, si je prends cette augmentation du revenu, delta Y, je sais que il y a la propension à consommer qui me donne, la variation de la consommation. Donc, quand j'ai une augmentation du revenu de plus 50 € par exemple, je sais que, imaginons que la propension à consommer soit de 80%, je vais avoir donc delta Y c'est 50, ici c'est 80%,
Voilà, donc 0,8, 5 x 8, 40, ça fait donc 40 € d'augmentation de la consommation. D'accord? Donc si le revenu augmente de 50, la consommation augmente moins vite en fait, puisque la propension à consommer, vous voyez, ce petit c, il est inférieur à 1. Il est strictement inférieur à 1. Il peut être proche de 1, mais il est inférieur à 1. Donc parce qu'il est inférieur à 1, si mon revenu augmente d'une certaine valeur, c'est-à-dire par exemple 50 €, eh bien la consommation ne va pas augmenter de 50 €, elle va augmenter d'un petit peu moins, puisque la propension est inférieure à 1. Et donc si ça augmente d'un petit peu moins, bah, que deviennent les 10 € qui restent? Ils partent dans l'épargne. Quand vous avez une augmentation du revenu, il y a forcément, ça permet de montrer ça, quand il y a une augmentation du revenu, il y a forcément une augmentation de l'épargne, puisque la propension marginale à consommer est inférieure à 1. Et donc, puisqu'il y a une augmentation de l'épargne, et que l'investissement pour l'instant n'a pas changé, sur les marchés des capitaux, vous avez plus de capitaux qui sont offerts. L'épargne, c'est de l'offre de fonds prêtables, et la demande de fonds prêtables ne change pas. Quand l'offre augmente et que la demande n'augmente pas, le prix des fonds prêtables, c'est-à-dire le taux d'intérêt, baisse. Donc là, on a une baisse des taux d'intérêt ici, vous voyez. Quand le revenu augmente, le taux d'intérêt ici, il baisse. Et donc, on a bien la même explication. IS est décroissante. Mais cette explication, elle est un petit peu plus compliquée. Elle passe par le marché qui est caché. Ce marché dont on ne parle jamais à cause de la loi de Walras, si vous vous souvenez des vidéos précédentes. Le marché des fonds prêtables. Donc, bon, vous êtes libre d'apprendre cette explication. Mais l'explication la plus simple, je dirais la plus évidente, c'est celle-ci. Quand le taux d'intérêt baisse, le revenu augmente parce que l'investissement augmente et donc le revenu s'adapte, l'offre s'adapte à cette nouvelle demande. Imaginons qu'on se situe hors de l'équilibre. Donc là, on a IS. IS, ici, c'est l'ensemble des couples taux d'intérêt revenu national qui garantissent l'équilibre sur le marché des biens et services, c'est-à-dire qui garantit l'égalité entre Y égale et C plus I plus G. Quand le taux d'intérêt est fort, l'égalité entre l'offre et la demande se fera pour une demande faible et un revenu faible. Donc ici. Quand le taux d'intérêt est faible ou plus faible, l'égalité se fera pour une demande plus forte parce qu'il y a plus d'investissement et donc un revenu plus fort. Mais ce sont tous des points d'égalité ici. Maintenant, si on était hors de l'équilibre, imaginons que l'économie, par un hasard certain, se situe au point A. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ce point A? On peut déduire de ce point A que, au taux d'intérêt RA, l'équilibre sur le marché des biens et services impliquerait que on produise cette quantité-là YB, pardon. Ça impliquerait qu'on produise ça pour avoir l'équilibre sur le marché des biens et services. Donc si on est là, ça veut dire qu'on n'est pas en équilibre. Ça veut dire donc que, d'une certaine manière, la demande ici est plus forte que l'offre. Puisqu'on a un taux d'intérêt faible avec une forte demande, mais l'offre, qui est décrite par YA, qui est décrite ici, dans ce point hors de l'équilibre, cette offre-là n'est pas suffisante. Et donc on n'est pas à l'équilibre. Donc il faudrait que l'offre augmente en YB pour qu'on revienne sur la courbe IS et sur l'équilibre sur le marché des biens et services. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que dans cette zone-là, il y a un excès de demande. Il y a un excès de demande sur le marché des biens et services et donc naturellement, l'offre va s'adapter à la demande et ça va mener à une augmentation du produit pour revenir sur cette courbe IS. Dès qu'on est par là, d'accord, il y aura toujours une augmentation du produit qui nous permettra d'arriver sur la courbe IS. Ce qui veut dire donc, le même raisonnement s'applique ici. Ici, on va avoir un excès d'offre. Si jamais on est dans un point ici, on a produit YC, le schéma n'est plus très clair, mais ici on a produit YC. Or, YC ce n'est pas sur la courbe IS, pour que ce soit sur la courbe IS, il faudrait qu'on soit là. Ce qui veut dire qu'en fait, on a produit ces quantités-là, mais le taux d'intérêt est trop fort par rapport à la production, c'est-à-dire qu'en fait la demande, le taux d'intérêt conditionne l'investissement. L'investissement finalement est trop faible par rapport à l'offre qui est produite, on n'est pas sur IS. Pour revenir sur IS, il faut se décaler vers la gauche pour revenir au point D. Et donc, pour ça, eh bien, il faut que l'offre diminue. Donc là, il y a un excès d'offre dans ce cadran-là. Tout ce cadran-là, il y a un excès d'offre. Tout ce cadran-là, il y a un excès de demande sur le marché des biens et services. Et tout ce qui correspond à cette courbe-là, IS, c'est l'équilibre sur le marché des biens et services. Il nous reste à voir un point important sur IS, qui est la sensibilité ou l'élasticité de IS. C'est-à-dire dans quelle mesure IS est plus pentu ou moins pentu en fonction des cas de figure. Donc d'une certaine manière, on a un IS... la courbe IS qui est comme ça, mais en fait on pourrait avoir une courbe IS qui soit comme ça, on pourrait même avoir une courbe IS qui soit comme ça. Donc la question c'est qu'est-ce qui fait que IS est très vertical, ou alors au contraire, qu'est-ce qui ferait que IS pourrait être très horizontal? Qu'est-ce qui explique cette sensibilité de IS, cette pente de IS? Donc les facteurs qui expliquent la pente de IS, il y en a deux, c'est la sensibilité que la consommation peut avoir par rapport
au revenu, et ça va être la sensibilité que l'investissement peut avoir vis-à-vis du taux d'intérêt. Considérons par exemple l'élasticité de l'investissement au taux d'intérêt. Il y a des vidéos sur l'élasticité, si vous voulez les regarder, ça vous aiderait, ou la sensibilité si vous préférez, la sensibilité de l'investissement au taux d'intérêt. Cette élasticité, il y a un calcul précis, la sensibilité de l'investissement peut être approximée par la dérivée de la fonction d'investissement par rapport au taux d'intérêt. La dérivée de l'investissement par rapport au taux d'intérêt n'est pas l'élasticité, puisque, bon, revoyez les vidéos sur les élasticités, c'est pas la même chose. Ça indique des choses similaires, mais c'est pas exactement la même chose. Donc, qu'est-ce qui fait finalement donc que la courbe est très pentue ou très peu pentue? Ça va dépendre donc de l'élasticité de l'investissement au taux d'intérêt. C'est-à-dire, quand le taux d'intérêt augmente un peu ou baisse un peu, comment est-ce que l'investissement réagit? Est-ce qu'il réagit fortement ou est-ce qu'il réagit plus faiblement? Et ça, ce sont des questions importantes parce que les débats entre Keynes et les néoclassiques peuvent être interprétés comme des différences d'interprétation dans l'élasticité de l'investissement. Est-ce que l'investissement est très sensible au taux d'intérêt ou est-ce qu'il est très peu sensible? Il va y avoir des débats autour de ça. Et ces débats vont nous donner des courbes IS différentes. Comme ça, si on est keynésien, comme ça si on est très néoclassique, et évidemment comme ça si on fait de la synthèse. Et donc les débats, vous voyez, ce modèle ISLM, ça nous permet de représenter différents cas de figure suivant que vous êtes plutôt keynésien ou plutôt néoclassique ou plutôt un mélange des deux. Bien, donc cette sensibilité de l'investissement au taux d'intérêt, ça nous donne une indication sur est-ce que les gens réagissent fortement ou faiblement à une variation du taux d'intérêt. Donc partons d'un point de départ. On part d'un équilibre de départ au point A et une production nationale, et on sait qu'on est sur IS, on sait qu'on est à l'équilibre. Considérons maintenant une variation donnée du taux d'intérêt. D'accord? Donc on va considérer cet écart-là et uniquement cet écart-là. Alors dans un premier temps, cette baisse du taux d'intérêt, on l'a montré juste avant, cette baisse du taux d'intérêt entraîne une augmentation de l'investissement et de la demande qui entraîne en retour une augmentation de la production et du revenu national. Donc imaginons une certaine réaction de l'investissement par rapport à cette baisse donnée du taux d'intérêt qui mènerait, alors tout ça c'est arbitraire, hein, je fixe ça, qui mènerait à cette augmentation-là du revenu national. Vous voyez? Donc là, on a une certaine sensibilité de l'investissement, ce qui veut dire que quand, au taux d'intérêt, ce qui veut dire que quand j'ai cette variation-là du taux d'intérêt, vous voyez, cette baisse-là précise, j'ai cette augmentation-là précise de la demande et de l'offre globale. D'accord? Donc là, j'aurai IS1. Posons-nous maintenant la question, qu'est-ce qui se passerait si jamais la sensibilité de l'investissement était plus forte? Si la sensibilité est plus forte, ça veut dire que si le taux d'intérêt varie exactement de R1 à R2, la réaction sur la demande globale et sur le produit national va être beaucoup plus forte que celle-ci. On va pas passer de YA à YB, on va passer à quelque chose de plus loin que ça. Peut-être ici, YC. Le nouveau point, ce sera la même variation du taux d'intérêt ici, de R1 à R2, mais une réaction plus forte à cette même variation. Donc ici au point C. Et donc on passerait de A à C. Vous voyez? Et donc ça, ce serait IS2. Donc vous voyez que ça nous permet de démontrer quoi? Ça nous permet de démontrer que plus la sensibilité de l'investissement est forte, plus IS est horizontal. Plus la sensibilité de l'investissement est faible, plus IS est vertical. Puisque plus vous réagissez fort à une même variation du taux d'intérêt, plus vous allez vous situer loin, ce qui veut dire que la pente va être de plus en plus horizontale. Si vous réagissez pas beaucoup, ça veut dire que vous allez passer de là à là, par exemple, si vous réagissez très peu, et vous verrez que IS sera beaucoup plus pentu. Autre explication, autre analyse de la pente de IS, la propension à consommer. Ce qui nous donne en fait la sensibilité de la consommation à une variation du revenu. Donc si j'ai une variation du revenu qui est celle-ci, je passe de Y1 à Y2, imaginons que... Donc en passant de Y1 à Y2, j'ai une hausse de la consommation. Et cette hausse de la consommation, et donc il y a une baisse du taux d'intérêt, d'accord? Mettons que on ait cette relation-là. On passe de A à B. Si jamais la propension à consommer est différente, si jamais la propension à consommer est plus faible, ça veut dire qu'en passant de Y1 à Y2, la demande globale augmente plus faiblement. Et donc l'épargne a augmenté plus fortement. Donc si l'épargne a augmenté plus fortement, ça veut dire que le taux d'intérêt a baissé plus fortement. D'accord? Donc ça veut dire que si la propension à consommer est plus faible, on a la même augmentation de revenus, mais simplement on a augmenté moins la consommation, et donc on a augmenté plus l'épargne à cause de cette augmentation de revenus, puisque la propension à consommer est plus faible que dans cette situation-là. Et donc, il y a plus d'offres de fonds prêtables sur le marché
des capitaux, et donc le taux d'intérêt a plus baissé. Ce qui veut dire qu'au lieu de passer de A à B, on va passer de A à une situation où le taux d'intérêt, il n'est pas passé de R1 à R2, il est passé de R1 à R3. Vous voyez, ici. Et donc IS est plus pentu. Donc, en conclusion, si la propension à consommer PAC, bon, ou propension marginale à consommer baisse, alors IS est plus vertical. Car, quand il y a une augmentation du revenu, il y a plus de cette augmentation qui part dans l'épargne, il y a donc plus d'offres d'épargne, et donc le taux d'intérêt baisse pour égaliser l'offre d'épargne et la demande d'investissement. Et évidemment, si la propension marginale à consommer augmente, IS sera de plus en plus horizontale.